La Terre est condamnée. C'est ce que nous affirment les chercheurs qui étudient la vie des étoiles. Quand notre Soleil aura fait son temps, il se dilatera jusqu'à atteindre plusieurs fois son volume actuel, provoquant l'évaporation de notre atmosphère. Peut-être même engloutira-t-il toute la Terre avant de se contracter et de disparaître. Première bonne nouvelle, nous ne serons pas là pour assister au spectacle. Le Soleil n'explosera que dans 5 milliards d'années. Deuxième bonne nouvelle, la mort du Soleil sera à l'origine de la création d'une autre génération d'étoiles. Car comme le phénix renaissant de ses cendres, les étoiles mourantes insufflent à la galaxie une vie nouvelle. Lorsque, par une nuit étoilée, nous observons le ciel, nous avons le sentiment que les étoiles sont éternelles. Mais cette permanence des étoiles est la plus grande illusion de la nature. Si nous pouvions scruter le ciel pendant des millions d'années, nous verrions que les étoiles naissent, vieillissent et meurent. Une analyse approfondie du ciel nocturne révèle des étoiles de tous les âges. La constellation de la Lyre, par exemple, comprend Vega, une étoile blanc-bleutée qui compte parmi les plus jeunes et les plus actives de la galaxie. Et dans la constellation du Scorpion, la rouge Antares est une étoile froide sur le déclin. Les étoiles naissent dans des nébuleuses aux noms évocateurs comme le Lagon, Trifide ou l'Aigle. Grâce au télescope spatial Hubble, placé en orbite loin au-dessus de l'atmosphère terrestre, les astronomes ont pu être témoins dans ces amas gazeux de la naissance de petits soleils. Ils ont également pu étudier des nébuleuses telles que l'Hélice, l'Anneau et l'Esquimau. Ces cercles de fumée céleste sont en fait les derniers soupirs d'étoiles mourantes. Les astronomes ont même étudié les vestiges d'étoiles mortes dans une formidable explosion il y a des milliers d'années. Ces incroyables photos du cycle de la vie des étoiles nous ont donné une autre approche de la notion même de vie. Le carbone est le constituant fondamental de tous les êtres vivants sur la Terre. Or, sans le cycle de vie des étoiles, il n'y aurait pas un seul atome de carbone dans toute la galaxie. Autrefois, les hommes pensaient qu'on pouvait transformer des éléments sans valeur en éléments précieux. Les alchimistes cherchaient ainsi à changer le plomb en or et en argent. Nous savons maintenant que c'est impossible, du moins sur Terre. Mais dans les étoiles, c'est ce qui se produit. Et c'est cette alchimie céleste qui a fabriqué tous les éléments dont nous sommes faits. Le carbone, à la base de toute vie, l'azote qui est dans l'air, l'oxygène que nous respirons, le fer dans notre sang, le calcium dans nos os, tout cela a été créé par les étoiles et l'histoire de la genèse de ces éléments est vraiment passionnante. Commençons par une étoile simple, comme notre Soleil. Le Soleil est une sphère d'hydrogène incandescent, en combat constant contre son champ gravitationnel. Les forces de gravitation qui tentent à faire imploser la sphère du Soleil sont en effet contrecarrées par la pression du rayonnement de son cœur chaud. En fait, le Soleil est un réacteur nucléaire très bien équilibré. Il produit de l'énergie depuis des milliards d'années par la combustion de son hydrogène en hélium. Et il fait ça depuis près de 4,5 milliards d'années, tout en restant pratiquement stable.
Ce qui se transforme dans le Soleil, c'est sa composition chimique, pas dans les couches extérieures, mais dans son noyau. L'hydrogène se transforme progressivement en hélium. C'est une fois qu'il n'y aura plus d'hydrogène du tout que les véritables changements auront lieu. Le Soleil se mettra alors à enfler et se transformera en géante rouge. Cette expansion soudaine aura lieu lorsque la réserve d'hélium accumulée par le vieux Soleil prendra feu. La soudaine libération d'énergie fera alors de lui une géante rouge. Mais cette gigantesque étoile en manque de combustible n'aura qu'une courte durée de vie. Son noyau fabriquera des éléments de plus en plus lourds pour tenter de se maintenir en combustion. Mais à mesure que les couches extérieures de son atmosphère distendue s'éloigneront, la gravitation menacera de faire imploser ce noyau. Finalement, le feu central s'éteindra. Les régions intérieures se refroidiront et le reste se dispersera. Si l'on en croit nos observations d'autres étoiles, le Soleil se dépouillera progressivement de ses couches gazeuses pour former un anneau cosmique brillant appelé nébuleuse planétaire. Une dénomination trompeuse, car ces immenses amas immatériels n'ont rien à voir avec des planètes. Mais au XVIIIe siècle, l'astronome anglais William Herschel crut voir dans ces disques translucides des planètes fantomatiques. Il les baptisa donc nébuleuses planétaires, et le nom est resté. Une nébuleuse planétaire représente le dernier stade de l'évolution d'une étoile comme le Soleil. Nous pensons que d'ici 5 milliards d'années, le Soleil aura épuisé son carburant nucléaire. Il connaîtra une expansion en géante rouge, multipliant par 50 ou 100 son diamètre actuel. Puis ces couches extérieures se perdront dans l'espace, laissant derrière elles le noyau central. Ce cœur chaud enverra des rayons ultraviolets dans les gaz environnants, les faisant briller et leur donnant l'apparence d'une nébuleuse, comme la nébuleuse de l'anneau. Puis cette nébuleuse se dissipera progressivement dans l'espace. Le cœur restant s'usera peu à peu et deviendra ce qu'on appelle une naine blanche. Et que devient la Terre dans tout cela? Un poète a dit « La Terre finira-t-elle dans la glace ou dans le feu ?» En fait, nous aurons d'abord droit au feu, puis à la glace. D'abord, la géante rouge réduira la Terre en cendres, et ensuite, ce qui en restera gèlera, lorsque le Soleil deviendra une naine blanche et disparaîtra. Bien sûr, nous ne pouvons pas en être absolument sûrs. Quelques astronomes prévoient un scénario encore plus catastrophique, selon lequel le Soleil s'agrandirait jusqu'à engloutir complètement la Terre. Celle-ci serait alors aspirée vers l'intérieur du Soleil et désintégrée avant d'atteindre son noyau. Le Soleil, quant à lui, finira non pas dans un grand bang, mais dans un murmure. Il n'explosera pas en supernova à la manière des étoiles plus volumineuses. Les supernovas projettent leurs débris dans l'espace, fournissant ainsi la matière première nécessaire à l'élaboration de nouvelles étoiles et planètes. Quand notre Soleil se changera en nébuleuse planétaire, lui aussi dispersera ses composants, mais la transition se fera de manière moins brutale. Les nébuleuses planétaires contribuent surtout à fournir de l'azote. Une bonne part de l'azote qu'on trouve sur la Terre provient d'étoiles qui n'ont pas explosé, mais dont l'atmosphère s'est dissipée sous forme de nébuleuses planétaires. Et pour moi, la plus grande réussite du télescope spatial Hubble sont les magnifiques photos de nébuleuses planétaires. Les nébuleuses que Hubble a permis de photographier ont été baptisées de noms évocateurs, comme spirographe, le biréacteur, la fourmi, et la nébuleuse préférée des astronomes amateurs, l'œil de chat. À 3000 années-lumière de nous, elle affiche un tourbillon de gaz coloré complexe mais remarquablement symétrique. Ce sont des photos comme celle-ci, prises par Hubble, qui ont obligé les astronomes à revoir leur théorie sur la formation des nébuleuses planétaires.
On dirait un arroseur automatique quand elle tourne et projette de la matière dans différentes directions. Nous pensons que l'étoile vibre, tandis qu'elle projette de la matière dans toutes les directions. Mais pourquoi fait-elle ça? Cela reste un mystère. Peut-être est-ce dû à des champs magnétiques ou à l'action d'une étoile, ou même d'une planète compagnon. Plus généralement, nous découvrons que presque toutes les nébuleuses planétaires ne sont pas rondes, comme nous le pensions, mais allongées. Même la fameuse nébuleuse de l'Anneau, qui à première vue semble ronde, a probablement en fait une structure cylindrique ou en forme de tonneau. Elle ne semblerait donc ronde que de notre point de vue et aurait un aspect beaucoup plus allongé sous un autre angle. La nébuleuse de l'Hélice, située à 450 années-lumière, est la nébuleuse planétaire la plus proche de la Terre. Tout près d'elle se trouve une naine blanche ratatinée, dont les couches extérieures se sont dispersées il y a environ 10 000 ans. Le télescope spatial nous a permis de voir à l'intérieur de l'hélice et nous avons découvert des centaines de petites boules gazeuses, du moins petites en apparence. Sur la fameuse photographie de l'hélice, on voit des traînées de matière expulsées de ces nœuds très denses et qui forment ce qui ressemble à des comètes, bien qu'on ait affaire ici à un ordre de grandeur bien plus grand que dans notre propre système solaire. Ces boules font en fait plusieurs fois la taille de notre système solaire tout entier. De gigantesques nébuleuses, une population extrêmement diversifiée d'étoiles, d'innombrables planètes, toutes ces merveilles font partie d'une cité d'étoiles nommée la galaxie de la Voie lactée. Tout comme une ville, cette cité change d'aspect au fil du temps. Et bien qu'elle semble assez statique, il s'y passe énormément de choses. Notre galaxie est immense. Une fusée se déplaçant à la vitesse de la lumière, la vitesse limite de la galaxie, mettrait environ 100 000 ans pour la traverser. Ici vivent quelques centaines de milliards d'étoiles. Notre Soleil et son cortège de planètes résident dans une banlieue plutôt éloignée du centre-ville, une zone assez étendue et tranquille, comme le sont la plupart des régions périphériques de la galaxie. Dans cette zone, les étoiles sont de masse, de luminosité et de couleurs très variées. Des crèches et des cimetières stellaires parsèment le paysage. Du moins, le supposons-nous. Et la tâche des astronomes consiste à ordonner toutes ces informations en un tout cohérent. Dans ce but, des radioastronomes du monde entier se sont regroupés dans le cadre du relevé du plan galactique. Ils mettent en commun leurs données pour cartographier la Voie lactée de façon la plus précise possible. Cette entreprise a commencé au milieu des années 90 à l'Observatoire national de recherche radioastronomique situé près de Penticton, en Colombie-Britannique. Ce télescope à synthèse d'ouverture est muni de plusieurs paraboles reliées électroniquement qui fonctionnent comme une seule gigantesque antenne. Il scrute la Voie lactée à la recherche d'ondes radio émises par les atomes d'hydrogène, l'élément le plus abondant de la galaxie. La constellation du Cygne est une riche tapisserie d'étoiles et de nuages d'hydrogène qui apparaissent en rouge sur cette image optique. Mais grâce aux techniques d'observation radio et aux satellites, on peut désormais déceler des objets difficiles ou impossibles à détecter de façon optique. Dans cette région de la Voie lactée, des étoiles géantes naissent et meurent et les résidus de plusieurs explosions stellaires sont visibles. Des nébuleuses compactes indiquent la présence d'une étoile récemment formée, enveloppée d'un voile dense de gaz chaud. Des vents stellaires provenant d'autres jeunes étoiles, et probablement aussi d'explosions anciennes, ont modelé des nuages de gaz et de poussière en longs filaments courbes. Ces gaz et ces poussières
constitue ce que les astronomes appellent le milieu interstellaire. Ce milieu contient surtout de l'hydrogène et il est extrêmement ténu. Sa température est de plus de 240 degrés en dessous de zéro. Par endroits, le milieu interstellaire se concentre en nuages moléculaires denses, amas concentrés de gaz et de poussière. C'est là que se forment les étoiles. Les astronomes attendent beaucoup de l'étude de ces nuages moléculaires. Mais pour y voir clair, ils doivent faire appel aux radiotélescopes. Nous utilisons des radiotélescopes parce que dans ces régions très denses, composées majoritairement de gaz, il y a environ 1% de grains de poussière extrêmement fins qui interceptent la lumière, l'absorbent et la dispersent. Donc si on observe une de ces régions à l'aide d'un télescope optique, on voit un amas d'étoiles tout autour. Mais la zone qui nous intéresse est toute noire. On ne peut rien voir. On dirait une zone absolument vide. Mais dès qu'on fait appel aux ondes radio, c'est l'inverse. Les ondes radio pénètrent à l'intérieur de ces zones de fine poussière, ce qui permet aux radiotélescopes d'enregistrer ce qu'elles contiennent. Ces nuages glacés étant de puissants émetteurs d'ondes radio, leur structure peut être analysée en détail. Et les systèmes stellaires en formation dans ces nuages produisent eux aussi des ondes radio. En somme, la différence entre une étoile et le milieu interstellaire, c'est que l'étoile est très dense. Pour former une étoile, il faut donc prendre une portion de ce milieu équivalente à la masse de notre Soleil, donc étendue sur un diamètre de 3 à 5 années-lumière, et la compresser en quelque chose d'assez petit et chaud pour devenir une étoile. Les régions qui se densifient sont aussi celles qui sont les plus froides. Elles finissent par se réchauffer quand il y a formation d'une étoile, mais au début, lors de la phase où les matières convergent vers le centre, elles sont extrêmement froides. Elles ont une action refroidissante. Elles renvoient l'énergie dégagée par la formation des nombreuses molécules. La théorie de la formation des étoiles est simple. Un amas d'hydrogène se contracte sous l'effet de la gravitation jusqu'à devenir si petit et si chaud qu'il déclenche des réactions de fusion nucléaire qui font briller la nouvelle étoile. Mais il ne faut pas que l'amas se réchauffe trop vite, sinon il cesse de se contracter. Afin de se condenser en étoile, il doit donc se débarrasser de son excès de chaleur. On suppose que c'est là qu'interviennent certaines molécules, et principalement l'eau. Mais cette théorie est maintenant remise en question par les observations du radiotélescope placé en orbite autour de la Terre et appelé SOAS, ou satellite astronomique à ondes submillimétriques. Le SOAS a été conçu principalement pour déceler dans les zones de formation d'étoiles des molécules spécifiques qui sont essentielles pour comprendre le processus de création d'une étoile. L'une de ces molécules est l'eau et l'autre l'oxygène moléculaire. Les molécules d'eau émettent des ondes radio que les antennes des satellites sont en mesure de capter. Et ces ondes, en ôtant de l'énergie à la nébuleuse, servent à la refroidir. S'il contient assez d'eau, un nuage interstellaire pourra ainsi rester froid assez longtemps pour se condenser en un amas d'étoiles. L'équipe du SOAS est donc partie à la recherche d'eau dans l'espace. Elle en a rapporté de bonnes et de mauvaises nouvelles. Nous avons découvert qu'il y avait de l'eau absolument partout dans la galaxie et nous avons examiné de nombreuses régions. Mais elle est bien moins abondante que ce que nous pensions, environ 100 à 1000 fois moins que ce que nos modèles nous laissaient supposer. Le SOAS a également recherché de l'oxygène. Les molécules d'oxygène pourraient, comme celles de l'eau, aider à refroidir la nébuleuse lors de sa période de formation. Et de plus, l'oxygène est un élément vital et constitutif de bien des choses qui nous sont chères. Les rochers, le sol, l'air, et enfin nous-mêmes. D'où l'intérêt de rechercher de l'oxygène dans les régions où se forment les planètes et les étoiles.
Dans le reste de la galaxie, l'oxygène semble bien plus rare que dans le système solaire, environ 3 fois plus rare. On peut donc se demander, est-ce que la Terre, est-ce que notre système solaire sont des endroits exceptionnels? Avons-nous plus d'oxygène que le reste de la galaxie? Ou l'oxygène se dissimule-t-il sous une forme que nous n'avons pas encore su détecter? L'oxygène que recherchait le SWAS est de l'oxygène atomique. En termes de structure chimique, il s'agit tout simplement d'atomes d'oxygène isolés. Mais peut-être les atomes d'oxygène dans l'espace s'agencent-ils par paires, comme ils ont tendance à le faire. L'oxygène cosmique pourrait ainsi se cacher sous forme d'oxygène moléculaire, semblable à celui que nous respirons. Après avoir mis le SWAS sur orbite, nous avons examiné plusieurs régions, mais n'avons jamais trouvé d'oxygène moléculaire nulle part, après des centaines d'heures d'observation de zones précises du ciel. Ce télescope nous permet d'avoir un signal d'une pureté sans précédent, et nous n'avons trouvé d'oxygène moléculaire nulle part. La question demeure donc, la Terre fait-elle figure d'exception, et y a-t-il très peu d'oxygène dans le reste de la galaxie? Ou l'oxygène se cache-t-il dans un endroit inconnu, ou sous une forme que nous ne savons pas déceler? Le mystère reste donc entier, et nous travaillons à le résoudre. Depuis cette interview, l'équipe du SWAS a découvert quelques systèmes stellaires où l'eau semble exister en abondance. Mais on ignore toujours pourquoi les ressources d'eau varient selon les systèmes et pourquoi il y a des variations tout court. Oxygène, hydrogène, carbone, fer, azote. Le milieu interstellaire contient tous ces éléments et d'autres encore, en diverses quantités. Tous viennent de l'intérieur d'étoiles et serviront à en créer de nouvelles. Comment fonctionne cette machine à recycler galactique? La réponse est dans le feu d'artifice le plus spectaculaire de la nature, l'explosion d'une supernova. Notre Soleil se contentera peut-être de disparaître en silence, mais les étoiles les plus massives, elles, s'éteignent avec fracas. Les plus grandes étoiles de la Voie lactée meurent dans un éclair aveuglant appelé supernova. Ces étoiles consomment tout leur hydrogène en à peine quelques millions d'années. Puis la gravité prend le dessus et elles se mettent à se contracter. Ceci met le feu à d'autres réserves de carburant comme l'hélium et le carbone. Et l'étoile devient une géante rouge. Mais quand ces réserves sont elles aussi épuisées, la source interne de chaleur s'arrête et il n'y a plus assez de pression pour garantir l'intégrité de l'étoile. Son cœur se contracte et ses couches extérieures s'effondrent. En quelques secondes, le noyau devient si dense que les matières qui tombent dessus rebondissent en une onde de choc qui se propage à travers toute l'étoile. Lorsque l'onde atteint la surface de l'étoile, celle-ci explose en un feu d'artifice cosmique. La lumière de la supernova devient alors plus forte que les lumières de toutes les étoiles de sa galaxie réunies. Nous avons pu observer ce phénomène sur des supernovas situées dans des galaxies éloignées de plusieurs millions d'années-lumière. Lors de l'explosion d'une supernova, la gravitation réduit le noyau de l'étoile à une boule incroyablement dense, appelée étoile à neutrons. Les neutrons sont des particules subatomiques qui, avec les protons, forment le noyau d'un atome. Une étoile à neutrons atteint un volume tellement compact que toutes les particules subatomiques qui s'y trouvent se transforment en neutrons. La gravité a réduit l'étoile à sa plus petite taille possible, en la convertissant en énorme noyau atomique. C'est très très dense. Imaginez une masse qui ferait une fois et demie le Soleil réduite à la taille d'une petite ville, d'un rayon, disons, d'environ 10 km. C'est très dense. Une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèse donc plusieurs tonnes. Et comme si ce n'était pas suffisant, ces étoiles sont en rotation très rapide. Une étoile à neutrons classique fait plusieurs tours par seconde. Mais les plus rapides, à notre connaissance, font plus de 600 tours par seconde.
Il faut s'imaginer quelque chose d'aussi dense, tournant à la vitesse d'une centrifugeuse. Certaines étoiles à neutrons semblent présenter des taches brillantes sur leur surface. Leur rotation fait apparaître ces points plusieurs fois par seconde, donnant l'impression de clignotement ou de pulsation, qui font qu'on appelle ces étoiles à neutrons des pulsars. Le plus jeune et le plus étudié des pulsars que nous ayons découverts est enveloppé dans un nuage de débris tourbillonnant appelé la nébuleuse du Crabe. Le Crabe est l'un des plus célèbres vestiges de supernova. Ce pulsar nous envoie des signaux lumineux d'une régularité implacable, 30 fois par seconde. La plus brillante des supernovas du ciel semble ainsi nous faire signe pour attirer notre attention. Mission réussie si l'on considère que l'intérêt qu'elle suscite remonte à des temps très reculés. Il y a presque 1000 ans, les astronomes de la cour impériale chinoise ont observé ce qu'ils ont nommé une étoile haute dans la constellation du Taureau. C'était en l'an 1054 de notre calendrier, et la supernova était si brillante qu'elle a été visible en plein jour pendant 3 semaines. Et il a fallu près d'1 an avant qu'elle ne disparaisse du ciel nocturne. Des siècles plus tard, des astronomes ont mesuré ce pulsar grâce à leur télescope. On a ainsi découvert que le Crabe s'accroissait au rythme de plus de 1500 km par seconde et qu'il faisait plusieurs milliers de fois la taille de notre système solaire. Bien que la nébuleuse du Crabe soit très éloignée selon des critères terrestres, elle est à environ 6500 années-lumière. Elle se transforme si rapidement que nous pouvons la voir changer au fil du temps, surtout grâce au télescope Hubble. Quand on la regarde à plusieurs temps t successifs, on constate qu'elle a changé d'aspect. La nébuleuse du Crabe a été observée régulièrement avec Hubble, qui permet de faire des gros plans de la région centrale et de voir le pulsar, mais aussi tous les phénomènes qui l'entourent. Une série de ces clichés a même été transformée en film. Tout change si vite dans cette nébuleuse qu'on peut voir les choses évoluer en l'espace de quelques semaines ou mois. On voit des cercles concentriques, un peu comme si on jetait une pierre dans un étang, des ondes concentriques qui s'éloignent du centre. On peut également voir que le pulsar, qui tourne à 30 tours par seconde, provoque un vent qui va du centre vers l'extérieur et influe sur la matière interstellaire qui entoure le pulsar. Lorsqu'on s'éloigne un peu de cette nébuleuse, on observe les interactions du rayonnement synchrotron qui entoure le pulsar avec les débris de l'explosion. Ces filaments, comme nous les appelons, qui apparaissent en couleur vive sur les photos prises par Hubble, sont littéralement de la matière d'étoile. Ce sont les couches extérieures et intérieures de l'étoile qui ont été rejetées dans l'espace et qui participeront probablement à la formation de nouvelles étoiles. Mais toutes les grandes étoiles ne finissent pas en étoiles à neutrons. Les plus gigantesques connaissent un sort plus étrange encore. Lorsqu'une étoile immense devient une supernova, les couches extérieures sont expulsées, mais le noyau, lui, implose complètement. Les forces nucléaires qui assurent la cohésion des étoiles à neutrons ne suffisent plus à contrer le champ gravitationnel soudain amplifié à l'extrême, et le noyau est aspiré dans un tourbillon cosmique. Il se réduit à un point et disparaît, faisant un trou dans l'espace-temps et ne laissant derrière lui que son champ gravitationnel. L'ancienne étoile géante est devenue un trou noir. Par nature, les trous noirs sont difficiles à détecter, mais il existe une façon indirecte de les découvrir. Si le trou noir fait partie d'un système d'étoiles doubles, il va aspirer le gaz de l'étoile voisine. Cette matière forme alors un tourbillon autour du trou noir, avant d'y disparaître. Plus les particules s'approchent, plus elles tournent rapidement, et elles s'échauffent jusqu'à émettre des rayons X. Rayons X qui peuvent être détectés par des observatoires en orbite.
La matière chaude que l'on voit près du trou noir émet ses dernières radiations. Elle est tout près du bord du trou noir, et bientôt elle sera perdue à jamais pour l'univers. Quand cette matière tombe dans le trou noir, elle ne peut plus émettre de radiation qu'on puisse détecter. La gravitation dans le trou noir est telle que même la lumière d'un gaz très chaud, ou d'atomes et de molécules très chauds qui sont au fond du trou noir, ne pourra jamais s'en échapper. Il n'y a aucune façon pour nous de détecter quelque chose qui est tombé dans un trou noir. En d'autres termes, toute information concernant cette matière est perdue. Et bien qu'elle se trouve certainement encore dans l'univers, nous n'avons aucun moyen de la retrouver. Elle est donc perdue à jamais. De même que la disparition des plus grandes étoiles, la naissance d'un trou noir est un phénomène qui s'accompagne d'une certaine production de déchets. De grandes quantités de matière sont rejetées dans l'espace, où elles contribueront à la naissance d'une nouvelle génération de soleils. Notre région de la Voie lactée est ainsi pleine de matière stellaire recyclée. Le Soleil en est un bon exemple, ainsi que les planètes, ou nous-mêmes. Mais le processus de formation d'une étoile n'est pas simple, et les résultats ne sont pas garantis. L'espace est plein d'indices sur la façon dont naissent les étoiles, dont une bonne part sont facilement repérables. Dans certaines parties de la galaxie, le milieu interstellaire brille dans le noir. S'il est excité d'une certaine façon, un nuage d'hydrogène se met à briller et prend une teinte rouge caractéristique. Un bon exemple en est la nébuleuse du Lagon, dans la constellation du Sagittaire. Cette nébuleuse est soumise à l'excitation de rayonnements ultraviolets émis par une douzaine de jeunes étoiles qui se trouvent en son sein. Cet amas de jeunes étoiles qui nous permet d'obtenir de si belles photos du Lagon est aussi la preuve que cette nébuleuse est en fait une véritable pépinière d'étoiles. Les astronomes savent que des soleils sont encore en formation au plus profond de la nébuleuse. Ils savent aussi que souvent leur naissance ne va pas sans complications. Les milieux étranges qui abritent les jeunes étoiles peuvent être observés dans la constellation d'Orion. L'aspect caractéristique d'Orion est bien connu des astronomes amateurs. Sa ceinture de 3 étoiles brillantes est facilement repérable à l'œil nu. Des étoiles moins brillantes indiquent également la fameuse nébuleuse d'Orion, objet favori des astronomes amateurs, puisqu'elle renferme l'une des zones de formation d'étoiles les plus remarquables de nos cieux. Le télescope Hubble a permis de visualiser l'intérieur de la nébuleuse d'Orion. En plus des jeunes étoiles qui font briller la nébuleuse, il a mis en évidence des proto-étoiles embryonnaires enveloppées de cocons de poussière. Les chercheurs se demandent si des étoiles et des planètes naîtront de cet amas de poussière et de gaz. L'astronome canadien Doug Johnston a analysé les photos de Hubble pour y découvrir des traces de naissance d'étoiles. Ce qu'on observe dans la nébuleuse d'Orion est intriguant. Il s'agit non seulement d'une des zones de formation les plus proches de nous, mais aussi de la zone où se forment les étoiles les plus diverses pour ce qui est de la masse. C'est un fait unique, dans le sens où les étoiles à forte masse produisent tellement d'énergie qu'elles influent sur l'environnement des étoiles plus jeunes. Si vous observez une des belles photos de la région du trapèze d'Orion, vous voyez 4 étoiles formant un trapèze au milieu d'une nébuleuse de gaz brillant. Cette nébuleuse est en fait du gaz réchauffé par ces 4 étoiles. Ces étoiles dégagent énormément d'énergie et réchauffent toute la matière qui les entoure. A priori, les étoiles n'ont pas de queue. Mais si vous regardez tout autour du trapèze, vous voyez de petits objets qui ressemblent à des comètes. Ce qui se passe en fait, c'est que les jeunes étoiles sont entourées de disques de matière qui sont chauffés par les étoiles massives.
En se dégageant du disque, la matière se met à briller, comme une comète. Et le vent émis par les étoiles massives repousse cette matière et lui donne l'aspect d'une queue de comète. Ceci se passe à l'échelle de notre système solaire, ce qui renforce l'idée que ces disques que nous observons autour des étoiles font la même taille que notre système solaire et constituent le lien entre le processus de formation des étoiles et celui des planètes. Mais Johnston et ses collègues ne sont pas sûrs que des planètes naîtront de ces disques poussiéreux. Les grandes étoiles mènent la vie dure à la nouvelle génération d'étoiles en pleine croissance. Et si celles-ci ne parviennent pas à grandir, il ne pourra pas y avoir de planète. À l'intérieur des disques, il n'est pas certain qu'on aille jusqu'à la formation des planètes. La nébuleuse d'Orion est une région violente et dangereuse. Et les disques sont détruits au bout de laps de temps très courts, moins d'1 million d'années. Ça fait long pour vous et moi, mais dans la vie d'une étoile, c'est très bref. La naissance des étoiles n'est pas seulement compromise sur Orion. De l'autre côté du firmament, dans la constellation du Serpent, se trouve une grande région de formation stellaire nommée la nébuleuse de l'Aigle. À l'intérieur de l'Aigle se trouvent des piliers gigantesques de matière moléculaire dense et froide qui surplombent une cavité remplie de gaz brûlants. Les radiations intenses émanant des jeunes étoiles de l'Aigle frappent ces piliers et les érodent à la façon d'un puissant vent du désert. Quand l'astronome Jeff Hester a analysé les photos prises par Hubble, il a remarqué autre chose. À l'intérieur de tout ça, il y avait des étoiles. Et nous avons compris que nous observions des étoiles en cours de formation. Des noyaux de gaz rendus visibles par l'évaporation de la matière environnante. Hester pense que, tandis que leur enveloppe protectrice se dissipe, les proto-étoiles sont exposées à un vent violent de rayons ultraviolets en provenance des grands soleils de générations précédentes. Les vents de radiation menacent de faire disparaître les gaz essentiels dont ces embryons d'étoiles ont besoin pour grandir, les privant peut-être même de la possibilité de devenir des étoiles. Apparemment, dans le nid de l'Aigle, tous les nouveau-nés ne survivent pas. L'étoile poursuit sa formation, elle accumule de la matière, augmente de taille, et à un moment donné, qui est arbitraire, le couperet tombe. Tu n'auras plus rien. Et l'étoile reste à cette taille parce qu'elle n'a plus de matière à assimiler. Voilà ce que nous observons. Il s'agit d'un des processus qui détermine la taille des étoiles. La nébuleuse d'Orion et celle de l'Aigle sont un peu comme un fusil qui fume encore. Et ce fusil qui fume encore, c'est l'effet qu'ont les étoiles massives chaudes sur leur environnement et sur la formation d'étoiles. Même s'il n'est pas sans faille, le processus de formation des étoiles se répète partout dans la Voie lactée à une échelle impressionnante. Et tout aussi impressionnant est le fait que cette galaxie contienne au moins une espèce d'être pensant qui essaie à tout prix de découvrir les secrets de l'univers. Des êtres qui ont fini par comprendre que le lien qui les unit aux étoiles est bien plus fort qu'ils ne l'avaient imaginé. Toutes nos enquêtes et analyses approfondies de la Voie lactée nous ont appris au moins une chose: tout est en relation. Notre galaxie est une immense machine à recycler. Lors de son explosion finale, la supernova produit tous les éléments chimiques que nous connaissons. Les vestiges de supernova, comme la nébuleuse du Crabe, regorgent de matériaux de construction galactique. Le Crabe rejette son mélange d'hydrogène et d'autres éléments plus lourds dans le milieu interstellaire. Au bout d'un certain temps,
cette matière s'assemblera à d'autres nuages de matière stellaire pour former de nouvelles nébuleuses. Notre Soleil, ses planètes et bien sûr notre Terre ont été créés au sein d'une nébuleuse dont les composants provenaient d'étoiles mortes. Il n'est donc pas étonnant que les astrophysiciens qui étudient les mystérieux disques de gaz dans la nébuleuse d'Orion soient aussi fascinés par le ciel nocturne. En tant que chercheur, j'ai le désir de comprendre. Voilà pourquoi ce qui m'intéresse principalement, c'est comment la matière se dégage-t-elle de ces disques. C'est un problème de physique. Mais quand je suis dans ma résidence secondaire en Ontario et que je m'allonge dans une barque pour regarder les étoiles comme je le faisais déjà tout petit, je ne m'occupe plus de physique. Je regarde la beauté du spectacle. Pour d'autres astronomes, cette beauté est davantage conceptuelle que visuelle. Le simple fait que nous puissions comprendre un phénomène comme celui de la formation des étoiles est en soi une source d'émerveillement. Comment les étoiles se forment-elles à l'autre bout de la galaxie? À partir d'une information qui nous parvient de l'immensité de l'espace, juste en regardant une étoile, on peut dire de quoi est faite cette étoile, alors qu'elle se trouve à l'opposé de la galaxie. C'est absolument fascinant. Si les théories des chercheurs sur la façon dont les étoiles produisent et redistribuent les éléments chimiques sont exactes, ils ont découvert une relation remarquable entre les étoiles et nous. En résumé, les hommes sont faits de matière d'étoiles recyclées, et nous devons notre existence aux innombrables étoiles qui ont existé avant nous. Parmi tout ce que nous avons appris en matière d'astronomie au cours des dernières décennies, le plus fascinant concerne notre relation à l'univers et sur le fait que nous en sommes le produit. Au départ, nous regardons le ciel et nous voyons des choses spectaculaires. Des quasars éloignés, la nébuleuse de l'Aigle, des galaxies. Nous apprenons énormément de choses. Mais en fin de compte, c'est vers nous-mêmes que nous regardons. Et nous percevons d'une manière différente qui nous sommes, d'où nous venons et quelle est notre relation avec tout ce qui nous entoure. Nous en savons assez à présent pour dire qu'au début de l'univers, il y avait de l'hydrogène, de l'hélium, des traces de lithium, et c'est à peu près tout. Mais vous et moi, nous ne sommes pas faits d'hydrogène, d'hélium et de lithium, mais de carbone, d'azote, d'oxygène et de phosphore. Et nous sommes sur une planète qui a un noyau en fer-nickel entouré de silicates. D'où viennent donc les autres éléments? La réponse est qu'ils ont été produits à l'intérieur d'étoiles. Les étoiles obtiennent leur énergie en prenant des éléments légers qu'elles transforment en éléments plus lourds au cours d'un processus continu. Mais quel rapport peut-il bien y avoir avec nous? Nous ne sommes pas à l'intérieur d'une étoile. Eh bien, vers la fin de leur vie, les étoiles rejettent cette matière, la projettent par des vents violents dans des nébuleuses planétaires et deviennent des supernovas. Et toute cette pollution chimique, comme on devrait l'appeler, l'héritage chimique de ces étoiles est rendu à l'espace interstellaire. Et quand notre Soleil, quand notre Terre se sont formés, il y avait tout autour des éléments plus lourds qui ont permis des combinaisons chimiques intéressantes, comme celles qui ont donné la vie, par exemple. Que vous regardiez dans cette pièce ou par la fenêtre, les atomes qui forment toutes les choses que vous voyez ont autrefois fait partie d'une étoile et ont été créés à l'intérieur d'une étoile. Vous et moi faisons partie de ce processus. Nous sommes le produit final de l'évolution chimique de la galaxie. Il ne s'agit donc pas de quelque chose d'éloigné, de lointain, de distant, mais de quelque chose qui est inextricablement lié à notre existence. Et c'est peut-être ce que l'astronomie a de plus fascinant aujourd'hui.